Bonjour, bienvenue sur le plateau de la SFD pour cette table ronde consacrée aux différents endotypes du diabète de type 2. Et pour traiter cette question, j'ai le plaisir de recevoir deux invités sur ce plateau. Étienne Larger, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service de diabétologie de l'hôpital Cochin. Et Nicolas Van Cleef, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSERM et l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, on va commencer avec vous, Étienne Larger. En quoi le diabète de type 2 est une maladie hétérogène? Alors, avant d'aborder la question de l'hétérogénéité du diabète, la vraie question est celle de la définition du diabète de type 2 elle-même, parce que si on est tous d'accord pour dire que c'est l'immense majorité des cas de diabète, en réalité, il est important, avant de porter ce diagnostic, d'aller éliminer ce qui n'est pas un diabète de type 2. Parce qu'en réalité, le diabète de type 2 est ce qui n'est pas autre chose. Et il y a différentes formes de diabète qui sont importantes à individualiser, ne pas se limiter à cette dichotomie type 1, type 2, parce que ils ont besoin de traitements spécifiques, de considérations spécifiques. Alors, une fois qu'on a répondu à cette question, et je crois qu'on a un certain consensus sur ce qu'est le diabète de type 2, clairement, il y a des diabètes de type 2 qui se révèlent à l'adolescence, alors que le pic d'incidence est à 60 ans, 70 ans. Ces diabétiques diffèrent. Certains sont franchement obèses avec des obésités morbides, d'autres sont en simple surpoids. On sait que la maladie a un visage différent chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, la ménopause est un tournant majeur dans cette aventure. Alors on pourrait multiplier les critères qui différencient. C'est ce qu'on essaye de faire depuis des années, plutôt que de réfléchir en un bloc le diabète de type 2, parce qu'il y a des conséquences. Alors, vous avez cité beaucoup de critères cliniques. On sait aussi qu'il peut y avoir des critères biologiques. Je pense notamment au diabète monogénique, type MODY. Alors, les diabètes monogéniques, ils sont amusants, ils sont intéressants, ils sont rares. Mais ils sont amusants parce qu'ils peuvent prendre des phénotypes extrêmement différents. Ça nous apprend à nous, cliniciens, physiologistes, que un même gène dans une même famille peut avoir une expression extrêmement différente. Et puis ils sont intéressants parce qu'il y a des traitements extrêmement spécifiques aujourd'hui où les sulfamides hypoglycémiants sont plus en odeur de sainteté. Les MODY ou certains MODY sont associés à une réponse remarquable aux sulfamides hypoglycémiants et totalement constante dans le temps. Alors, quel est l'intérêt, on va développer un peu plus tout ça, quel est l'intérêt de définir de nouveaux endotypes? Est-ce que c'est juste une curiosité physiopathologique? Alors, je ne sais pas si on peut parler de curiosité physiopathologique. D'abord, définir une physiopathologie, ça permet de comprendre mieux les choses. C'est ce qu'on cherche à faire. Et puis, au-delà de ça, bien entendu, ce à quoi on veut arriver, c'est à la médecine de précision, précision du pronostic, précision de... on a aujourd'hui la chance d'avoir de multiples traitements qu'on peut donner aux patients diabétiques de type 2, et on a vraiment envie de cibler des bons, pas seulement des bons répondeurs, mais en prenant le pronostic global des patients, des traitements plus adaptés à certains types de patients qu'à d'autres. Alors, Nicolas Van Cleef, en 2018, il y a eu une étude d'une équipe scandinave qui a fait beaucoup de bruit, dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, avec la définition d'un certain nombre de clusters. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette étude? Ouais, donc c'est une étude en 2018 basée sur à peu près 12 000 sujets diabétiques, où ils ont déterminé des endotypes en fonction de certains paramètres cliniques, comme l'âge, l'indice de masse corporelle, les auto-anticorps, notamment qui sont utilisés pour diagnostiquer le diabète de type 1, et des index d'insulino-sensibilité, d'insulinorésistance et également de sécrétion d'insuline. Voilà. Et basé sur ces index et ces paramètres anthropométriques, ils ont pu déterminer 5 clusters. Donc, ces 5 clusters, donc un premier cluster qui ressemble à un type 1 du type late onset, donc LADA, on va dire, type 1. Un avec une insulinodéficience, même si je trouve que le terme est pas adapté déficience, parce que ils le sont, mais déficience pour moi c'est un peu fort. C'est-à-dire qu'ils sont moins capables de sécréter d'insuline. Et il y a eu un diabète associé à l'âge, à l'obésité et
de l'obésité un peu plus sévère et également une obésité un peu plus, je dirais, modérée. Voilà les 5 clusters. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, mais en pratique clinique, Étienne, qui voit des patients en consultation tous les jours, c'est quelque chose qui est pas surprenant et c'était son quotidien. Sauf que cette publication a eu le mérite pour la communauté de classifier, même si elle est très discutable, parce que elle a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'elle est si innovante que ça? J'en suis pas sûr. Mais ça va nous permettre, la notion de cluster ou d'endotype est sortie dans le diabète de type 2 et ça a ouvert la porte du diabète de type 1 aussi. Donc je pense que c'est une notion d'endotype qui est très importante. Ça a permis de mettre le sujet sur la table en tout cas, qui est un domaine actif de recherche aujourd'hui. Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui d'autres classifications pourraient être proposées. En tout cas, c'est une explosion de questionnements. Là où on avait le diabète de type 2, puis on s'aperçoit que quand on fait de la génétique, peut-être qu'avoir des profils très différents, c'est pas très malin. Il vaudrait d'avoir avant une meilleure classification. Cette classification-là est peut-être pas la meilleure. Il y en a d'autres qui sont publiées, mais ça y est, on respire. Il y a autre chose que cet énorme bloc qu'on connaissait bien et mal en même temps. Alors, on sait notamment que le premier objectif de la prise en charge de ces patients, c'est quand même d'éviter les complications macro ou micro-angiopathiques. Est-ce que ces clusters, ils étaient prédictifs de ces complications? Alors de certaines complications, on va dire que notamment ceux qui sont très insulino-résistants avaient on va dire, semblent être prédisposés à des complications rénales. On va dire que c'est la seule complication vraiment associée à un cluster. Quand on prend des complications plus classiques où la rétinopathie diabétique est la complication du diabétique, il n'y a pas d'association par rapport au cluster. Donc on va dire que pour l'instant, il est difficile d'associer un endotype, une complication. Et je pense que ça, c'est sauf pour ces insulino-résistants. Et je pense que quand on discute avec des gens qui sont en nutrition notamment, c'est une des premières complications chez l'obèse. Mais clairement, il y a d'autres classifications qui ont été proposées, qui cherchent à faire porter un poids à certains groupes. Alors, on a des arbres très compliqués, ça part dans tous les sens. Mais quand on regarde par derrière, il y a aussi des poids très forts, des choses qu'on connaît. Le risque cardio-rénal est déterminé en partie par la pression artérielle, et ça ressort dans ces arbres de classification. On doit repréciser, mais pas oublier non plus les fondamentaux il y a autre chose. Alors, on remarque aussi dans cette étude scandinave que c'est essentiellement des critères cliniques sur lesquels ils se basent. Vous travaillez sur des critères biologiques, peut-être d'autres équipes travaillent dessus, mais parlez-nous au moins de votre travail. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver des paramètres biologiques ou alors des biomarqueurs pour pouvoir affiner ces endotypes. Je trouve qu'il y a aucun problème pour que les patients diabétiques viennent dans les centres de référence comme celui du professeur Larger ou d'autres centres parisiens. Et la prise en charge, elle est très bien. Mais je pense que pour la médecine générale, d'avoir des marqueurs très tôt pourrait aider à mettre en place soit une surveillance, soit un traitement adapté. En tout cas, c'est la vision d'un chercheur peut-être un peu naïf. C'est pour ça qu'on recherche des marqueurs, je dirais, faciles à quantifier et qui peut être aussi compris par des médecins généralistes. C'est pour ça qu'on a proposé de la numération formule sanguine, les cellules immunitaires circulantes. Est-ce qu'elle pouvait être un marqueur, encore une fois, d'un sous-endotype de diabète de type 2? Et il s'avère il semblerait, c'est au conditionnel, qu'on puisse utiliser cette numération, je dirais, de leucocytes ou de monocytes sanguins pour voir un profil différent de patients diabétiques de type 2. Alors après, nous on l'a fait sur des patients nouveaux diagnostiqués à l'hôpital, et comme le faisait remarquer Étienne, c'est s'ils arrivent à l'hôpital, c'est qu'il y a quelque chose quand même, c'est qu'il y a une pathologie qui s'est sans doute aggravée. Et donc c'est pour ça aussi que les monocytes peuvent être altérés suite ou en conséquence de cet événement. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille voir dans des registres de la sécurité sociale ou d'entrepôts de données de santé de la PHP pour voir ces suivis de patients. Est-ce que le nombre de leucocytes ou de monocytes est si prédictif d'une certaine trajectoire pathologique d'un sous-type de diabète de type 2? Est-ce que vous avez connaissance d'autres études avec d'autres critères biologiques? Alors il y a eu beaucoup d'omics qui ont été faits, mais en identifiant, il n'y en a pas eu un
précisément qui a été identifié. Quoi, à ma connaissance, il n'y en a pas, très peu. Si on remonte à la génétique, il y avait eu un travail formidable qui montrait que on pouvait utiliser 13 marqueurs polymorphes, mais que finalement, la quantité d'informations apportées par ces 13 marqueurs était battue en brèche si on prenait le poids, le tour de taille et la pression artérielle. Hein, donc, mais tout ça ne veut pas dire que on doit abandonner. Il y a l'intérêt de se poser la question des endotypes, c'est de partir en disant on commence à c'est l'histoire linéaire de Linné qui classe les espèces, on les met dans des ordres, on les met dans des sous-ordres et puis on comprend l'évolution, on comprend les choses. Il faut bien partir de quelque chose. Oui, le premier objet des sciences, c'est de classer leur objet. Le diabète est une épidémie mondiale, hein. Il n'y a pas seulement en France ou dans les pays occidentaux, il explose vraiment dans tous les pays en développement. Et dans ces pays-là, on voit aussi des phénotypes qui sont différents. Alors je vais dire phénotypes cette fois-ci, qui sont différents des phénotypes qu'on connaît nous. Alors, je vais revenir sur un point parce que on ne le dit pas assez. Un des facteurs majeurs qui contribue à l'augmentation de diabétiques dans le monde, c'est que les diabétiques vivent plus longtemps. Et forcément, matériellement, si l'incidence reste constante et qu'ils vivent plus longtemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, si on le prend comme ça. Oui, alors, de l'autre côté, il est clair que dans les pays où une fraction de la population significative a un état nutritionnel insuffisant, en particulier pendant cette période critique qui est celle de la grossesse, eh bien, il y a des diabètes qui apparaissent à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on est amené à se poser des questions. Qu'est-ce qui, dans l'environnement materno-fœtal, détermine le risque ultérieur de diabète? Mais le diabète de la malnutrition est quelque chose qui existe et qu'on doit aussi démembrer parce que la France est ce qu'elle est et on reçoit beaucoup de patients qui viennent de pays où la famine sévit encore aujourd'hui. Oui, il y a une cohorte notamment célèbre en Hollande, la famine hollandaise. Alors, il y a eu 3 cohortes. Il y a 3 cohortes de grandes familles qui ont bien été étudiées. La famine de Rotterdam, qui est très intéressante parce qu'on sait quel jour elle a commencé, quel jour elle a fini. Il y a la famine d'Ukraine, pas celle qui va arriver dans les prochains mois, mais celle des années 30. Et puis la famine de Chine des années 60. Les 3 apportent des informations concordantes sur le risque ultérieur de diabète. Nicolas Van Cleef, pour conclure finalement avec tout ce qui a été dit autour de cette table, c'est plutôt les phénotypes du diabète de type 2, c'est plutôt une affaire de terrain comme on disait avant ou une affaire génétique comme on dit aujourd'hui, ou c'est un contexte environnemental? Je pense que le diabète de type 2 restera une maladie hétérogène, donc à la fois environnementale et génétique. Et je pense que c'est l'exemple parfait d'une pathologie environnement-gène, une interaction environnement-gène. Donc je pense que ces 2 paramètres jouent. Actuellement, on n'est pas capable de la déchiffrer très bien. Donc il faut qu'on fasse des efforts, notamment sur l'impact de l'environnement sur le phénotype. On a du mal à l'appréhender. La génétique, on est capable de le faire, mais l'épigénétique ou la modulation de cet épigénome, on n'est pas capable de le faire. Donc je pense que s'il y a un gap à faire, notamment dans des laboratoires de recherche plus fondamentale comme le mien, c'est dans la considération de l'environnement ou de l'environnement socio-économique également, qui a un impact majeur sur l'expression des gènes, malheureusement. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau ce matin. Merci à vous pour votre invitation.